concernant ces contrats de délégation, bon déjà, alors, visiblement, la Cour des comptes n'est pas d'accord, puisque eux, justement, ils indiquent dans leur rapport que les indicateurs ne sont pas précis sur la manière dont s'effectuent les contrôles. Est-ce qu'on est sur du déclaratif, du contrôle sur pièce comment ça se passe? Et juste une question, puisque vous avez évoqué l'IGESR, dans le cadre de la revue permanente, donc l'IGESR est censé contrôler régulièrement l'ensemble des fédérations. Or, il nous est apparu que certaines fédérations n'avaient pas fait l'objet de contrôle depuis de nombreuses années, comme la fédération de hand, dont le dernier contrôle remonte à plus de 15 ans. Donc voilà, quand on parle de contrôle régulier, d'indicateurs clairs, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit aujourd'hui les rapports qu'on a pu avoir en notre possession, on voit bien que quand même, 15 ans sans aucun contrôle, ça questionne. Alors, je vais être plus précise sur ce que j'indiquais tout à l'heure. Les contrats de délégation, c'est pas là qu'aujourd'hui il y a l'ensemble des indicateurs que j'évoquais. Les indicateurs sont produits par les fédérations dans le cadre des documents qui viennent décliner et étayer les contrats de délégation. Il faut aussi qu'il y ait une sorte de hiérarchie des documents, et il y a parfois des principes qui seront d'autant plus nets qu'ils sont exprimés de manière succincte. Donc ce que je vise, et dans lequel on a la capacité à les truffer d'indicateurs, il faut d'ailleurs qu'il n'y en ait pas trop, parce que sinon on les noie, c'est les projets sportifs fédéraux. C'est les stratégies sur l'éthique et l'intégrité qui viennent décliner les obligations posées par le contrat de délégation et le contrat d'engagement républicain qui est signé par chaque fédération. C'est les projets pluriannuels de performance, avec toute la batterie du Sport Data Hub, avec toutes les données des fédérations qui remontent dans le système d'information de l'Agence nationale du sport. Je le redis, aujourd'hui, quand je veux un chiffre sur une fédération, je l'ai. Ce qu'il faut, c'est aller chercher les angles morts dans nos dispositifs juridiques et dans l'acception qui est donnée à certaines modalités de contrôle. D'où l'attention que je porte à cette question du contrôle d'honorabilité, où je ne peux pas laisser certaines fédés dire que quand on a une licence dirigeant, on n'est pas dans le cadre du contrôle d'honorabilité. Si, on l'est. Bien sûr qu'on l'est. Tous les bénévoles au contact des mineurs le sont. Tous les dirigeants le sont. Il n'y a pas différentes classes de dirigeants, ceux qui y sont ou ceux qui n'y sont pas. Donc c'est cette clarté-là qu'il faut aller chercher, cette responsabilisation-là. Alors après, sur le suivi des fédérations et les audits, moi ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis là, j'en ai diligenté 16 et qu'il n'y en a pas une que j'ai laissée dans un coin quand j'ai commencé à voir qu'il y avait un risque. Voilà. Donc, le hand méritera certainement d'être contrôlé, bien entendu. Le hand, dans les presque 18 mois maintenant depuis ma prise de fonction, ne m'a pas paru défaillir sur une dimension ou une autre. Quand ils ont eu un problème de pédocriminalité, dans les 2 jours qui ont suivi, le problème a été traité. Sur la lutte contre les violences sexuelles, les violences à caractère sexiste, sur la parité, sur tous ces sujets, ils sont plutôt parmi les fédés exemplaires. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose que dans la stratégie de contrôle, on priorise sur les fédés où il y a des problèmes. C'est plutôt une bonne allocation, me semble-t-il, des moyens publics qui ne sont pas, comme chacun le sait, extensifs pour le contribuable. Alors déjà, je tiens à dire quand même que ici, personne n'a mis en cause la fédération de hand. On indique juste que dans les revues permanentes et donc dans les contrôles que peut être amené à faire l'IGESR, il n'y a pas eu de contrôle sur la fédération de hand depuis 15 ans. Voilà, le dernier rapport remonte à 15 ans. Moi, j'entends ce que vous dites, sauf que sur la question des indicateurs, alors déjà, je n'ai pas très bien compris, peut-être que vous pourrez nous réexpliquer, où sont inscrits ces indicateurs exactement. Parce que par exemple, si on prend le contrat de la FFF, il n'y a quasiment rien, je crois, sur la question des VSS, en termes d'indicateurs et d'objectifs. Donc, c'est inscrit où et qui, finalement, définit les indicateurs? Parce que j'ai cru comprendre dans votre réponse que c'était les fédérations qui faisaient remonter les indicateurs. Sauf que moi, ça me semble quand même compliqué qu'une fédération décide elle-même des indicateurs sur lesquels elle va évaluer son propre travail. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous préciser où est-ce que c'est inscrit et comment sont définis les indicateurs pour pouvoir évaluer justement les objectifs qui sont
les objectifs qui sont fixés en matière de VSS, par exemple? Alors, il y a 3 types de documents qui sont produits par les fédérations. Les projets sportifs fédéraux, qui sont soumis à l'Agence nationale du sport et au ministère des Sports, les projets pluriannuels de performance, qui eux portent sur toute la stratégie de haut niveau. Et Roxana Maracineanu, quand le contrat d'engagement républicain a été mis en place, avait demandé aux différentes fédérations de produire un document étayant le respect des principes fondamentaux de la République. La fédération à laquelle j'appartenais à l'époque avait rédigé de manière très précise, très détaillée, un tel document. Certaines ont davantage rechigné. Donc, mon point est de dire qu'il y a dans ces documents qui portent sur les 3 missions centrales, le développement, le haut niveau, l'éthique et l'intégrité, des documents qui comportent les engagements des fédérations lorsque ce travail est bien mené au plan fédéral. Je ne dis pas qu'il ne faut pas renforcer certains contrats de délégation. La directrice des sports vous l'a dit, ça fait partie des prochains travaux qu'elle impulsera, à ma demande également. Mais encore une fois, on ne manque pas de visibilité sur ce que fait ou pas une fédération. Ce qu'il faut, c'est que les missions qui sont les siennes, elles les fassent bien. Et on le voit aujourd'hui, j'ai encore là tous les chiffres avec moi, on voit bien celles des fédérations où il y a un nombre anormalement important, un nombre anormalement bas de signalements au regard de la base de licenciés. J'ai le montant absolu et j'ai le montant rapporté au nombre de licenciés. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. Sur le contrôle d'honorabilité, c'est exactement pareil. Ligne à ligne, j'ai un reporting qui me permet de décompter fédération par fédération le nombre d'identités remontées dans le système d'information honorabilité, dans ce qu'on appelle le SI dépose, en entrée de ce système d'information sur l'honorabilité. Et moi, je le dis fort. Vous savez, quand je dis tout ça, je le dis aussi à mes équipes du ministère des Sports. Elles ont tout pour effectuer le contrôle régalien et l'évaluation jusqu'au bout. On les a, les éléments. Ce qu'il faut, c'est pousser plus fort et ne rien laisser passer. Alors, puisque vous avez évoqué à plusieurs reprises des chiffres, justement, est-ce que vous avez le chiffre sur le temps de travail des CTS qui est consacré au VSS à la FFF? Il y a dans les missions des CTS une dimension relative à ces enjeux-là, mais c'est loin d'épuiser le champ de leur mission. Et pour moi, ce qui est important, c'est que les référents dédiés à ces sujets, spécialement formés et recrutés pour ça, eux, soient à 100% d'exercice de leur mission sur ces sujets-là. Et s'agissant de la FFF, il y a encore un peu de boulot. Je me suis fait produire il y a quelques jours la mise en œuvre des préconisations qui ont suivi l'audit en matière de VSS à Clairefontaine. Il y a encore du travail et ils le savent, ils sont dessus. C'est aussi le sens du contrat qui viennent de sortir, leur plan d'engagement sociétal. Il y a un aggiornamento qui s'est beaucoup accéléré à la Fédé de foot, mais ils partent de loin. Alors peut-être justement sur ces chiffres, le tableau de suivi du temps de travail des CTS tenu par la direction des sports révèle que sur les 41 CTS y figurant, 40 ont un temps de travail sur les VSS qui est estimé entre 2 et 3% de leur volume total et individuel d'activité. Ainsi, le cadre référent VSS de la DTN de la FFF figure-t-il dans ce tableau pour 2% de son temps? La rapporteure, mais vous connaissez la vastitude des missions des CTS? Non mais, quand je l'ai dit, quand on est référent VSS, j'espère bien que c'est 100% de son temps qu'on met quand on est spécialement formé
comme c'est le cas, par exemple, à la fédération de tennis, où j'ai mis en place ce système-là, 100% de la tâche des personnes en question sont sur ces sujets d'éthique et d'intégrité. Quand on est un CTS, ça peut vouloir dire plein de choses quand on est un CTS. On peut être CTS et DTN, on peut être CTS et entraîneur fédéral, on peut être CTS et entraîneur physique, on peut être CTS et chargé de l'analyse vidéo. CTS, ça veut dire plein de choses. C'est une formation qu'on a été chercher pour exercer un certain nombre de missions de conseillers techniques sportifs. Donc s'il y a certains CTS qui ont très peu de ces missions, c'est pas forcément anormal. Il y a des enjeux sur la formation, la détection, le développement, le haut niveau. C'est aussi la polyvalence de ces CTS. Donc je pense que ça n'est pas le bon indicateur à regarder. En revanche, et là je suis totalement avec vous, il faut que dans chaque fédération, le décompte, quand on nous dit que telle personne est référent VSS, se faire préciser si c'est à temps plein ou à 60% du temps ou à 70%, et que ce ne soit pas une blague, que ce ne soit pas un référent VSS identifié comme tel, et qu'en réalité, il ne passe que 1% ou 2% ou 3% de son temps sur le sujet. Parce que là, il y a mal donne. Alors justement, pour le référent VSS, en tout cas de la FFF, c'est 2%. Référent VSS à la Fédération française de football. Tout à l'heure, nous avions une question d'Adrien Gomy. Toujours le cas? Oui. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je tiens à vous remercier pour tous les éléments très précis que vous nous avez présentés. 2 questions très rapides dans le prolongement des propos qui ont été tenus par mes collègues. Il existe d'autres formes de dérives qu'il faut combattre dans certains milieux sportifs, comme les phénomènes de radicalisation et de séparatisme. Dans la mesure où cela fait aussi partie du respect du contrat d'engagement républicain, quelles actions menez-vous pour garantir ce respect global? Et deuxième question, que comptez-vous faire pour renforcer le contrôle d'honorabilité? Je vous remercie. Alors, sur la lutte contre la radicalisation, là aussi, on a les chiffres. Et là aussi, on a des outils. Le sujet, c'est le volontarisme pour s'en emparer de ces outils. Donc, les chiffres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Dans les, de mémoire, 3449 clubs, je crois que c'est ça, qui ont fait l'objet de contrôles dans la période récente, il n'y a que dans 0,8% des occurrences que des signaux faibles de séparatisme ont été identifiés. 0,8%, c'est toujours 0,8% de trop. On a mis en place des référents éthique et intégrité dans les fédérations. On a formé au total 160 cadres du ministère des Sports sur ces sujets. J'ai demandé aux fédérations qui ont 39 effectifs sur ces sujets-là de renforcer les moyens qu'elles y attribuent. Et dans 11 d'entre elles, qui sont celles dont on a fait l'analyse qu'il y avait des risques spécifiques, je les ai engagées dans une démarche avec le Conseil interministériel à la prévention de la radicalisation, le CPDR. J'ai décidé que le nombre de contrôles allait passer de ces 3000 et quelques à 6000 grâce aux renforts obtenus. Et chaque fois que nécessaire, on fermera les établissements, on coupera les subventions. On l'a fait récemment, en lien avec la région Île-de-France, dans le champ du basket. Aucune possibilité de tolérance, c'est la négation même des valeurs du sport. Alors, sur le contrôle d'honorabilité, pour moi, il y a au moins 2 séries de choses qui doivent être faites. D'abord, je souhaite que la PPL de Sébastien Pla, qui a été votée à l'unanimité au Sénat le 15 juin dernier, puisse trouver à être instruite ici le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce qu'elle sanctuarise l'obligation de signalement aux autorités administratives.
parce qu'elle pose un nouveau principe d'interdiction d'exercer aux exploitants de APS. Nouvelle faculté, nouveau pouvoir donné au préfet, qui vient combler un vide juridique. Troisième apport majeur, elle dit que même quand il y a effacement du B2, du casier judiciaire, bulletin numéro 2, le B2, on peut interdire d'exercer dès lors que la personne qui a fait l'objet d'une condamnation est inscrite au FIJAIS, tenu par le ministère de la Justice. Avant, hop, on effaçait au bout de 6 mois le B2 et hop, ça disparaissait du contrôle d'honorabilité. Donc avec le sénateur avec lequel on a travaillé, en lien d'ailleurs avec des associations de victimes, je pense notamment à celle de Sarah Abitbol, on fait en sorte qu'il y ait une effectivité sur tous ces plans-là. Mais moi, je veux aller plus loin parce que je me rends compte, et vos travaux y contribuent beaucoup, qu'il y a encore un besoin de transformation culturelle dans nos fédés sur ces sujets. Et donc, je veux demander à la trentaine de ces fédérations, souvent petites, qui n'ont pas encore passé la première ou la seconde sur ces sujets, d'y aller. Et d'y aller maintenant sans tarder. Ça a déjà trop attendu. Je leur demande, puisqu'on a inscrit fin 21, on a inscrit le contrôle des éducateurs bénévoles, on l'a mis dans le champ du SI honorabilité. Je veux que quand il y a des bénévoles qui font la buvette, qui emmènent les gamins le week-end, qui sont en bord de terrain régulièrement, je veux qu'on leur donne une licence. Parce que comme ça, ils rentrent dans les fichiers. Et comme ça, on peut les mettre dans le contrôle d'honorabilité. Et quand le contrôle d'honorabilité, il aboutit à une notification d'interdiction d'exercer ou d'incapacité d'exercer après décision judiciaire, mais qu'on contrôle l'effectivité de ça, à l'entrée dans les clubs, au départ des clubs, pour qu'il n'y ait pas de la part des éducateurs, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, le moindre nomadisme de l'évitement. À chaque fois qu'un éducateur veut rentrer dans un club, on contrôle sa carte ou on contrôle sa présence dans le fichier. Sinon, c'est trop facile. Je fais le saut de puce d'un coin à un autre de la France. Et je le redis parce que pour moi, c'est important. Et je pense que les travaux ici qui ont été menés depuis 4 mois doivent absolument nous y conduire, de commencer à dire aux fédérations, dont c'est le pouvoir réglementaire, que quand il y a quelque chose de trop grave qui s'est produit, il n'y a plus de licence possible. Aujourd'hui, on a plus d'1,2 million d'identités. Il faut qu'on monte en puissance. Il faut qu'il n'y ait plus une seule brèche dans ce système. Alors, merci pour ces éléments sur le contrôle d'honorabilité. Je pense qu'on est d'accord sur plusieurs points là-dessus. On a aussi constaté qu'il y avait des difficultés au niveau de ce contrôle avec des personnes effectivement qui étaient, dont au moment du croisement des fichiers, en tout cas, qui a été signalé et qui avaient quand même obtenu des licences, notamment auprès de jeunes enfants. Donc, je pense que là-dessus, il y aura peut-être effectivement des choses à revoir. Vous avez été vous-même élu au comité directeur de la Fédération française de tennis sous la liste Ensemble pour un autre tennis de Gilles Moreton, l'actuel président de la FFT, le 13 février 2021, puis nommé le 5 mars 2021 à la direction générale de la FFT. C'est assez peu commun. Ce matin, on a évoqué beaucoup justement la question des DTN qui, par exemple, parfois devenaient présidents de fédération. Et là, du coup, je voulais vous poser la question. C'est peu commun de passer d'un mandat d'élu au statut de salarié seulement quelques jours après une élection. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cadre et comment cela s'est mis en place ? La vraie réponse, c'est que il y a des moments où dans la vie, on fait des petits coups de folie. C'est un moment très singulier dans ma vie où j'ai décidé que la vie dans le grand corporate n'était pas totalement faite pour moi et que moi qui viens du monde du sport, j'avais envie d'y retourner et d'en faire mon métier. Voilà. Ça prend parfois un peu de temps et parfois ce petit grain de folie, on se dit un jour qu'on a le droit de le laisser vivre. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai pas regretté un instant.
Ça répond pas tout à fait à la question. La question, c'est plutôt est-ce que c'est courant, quand on est élu, de devenir DG d'une fédération? Et voilà. Mais Je réfléchis. Je sais, je crois pas beaucoup. Je crois pas beaucoup. Dans ce sens-là, je crois pas beaucoup. Il y en a sans doute. En général, quand on est élu, c'est plutôt en complément d'une activité professionnelle bien établie. C'était mon cas dans ce très court laps de temps où j'étais élue à la Fédération de tennis, en complément de mon rôle de directrice du digital chez Carrefour. Voilà. Et à un moment, j'ai décidé que ça basculerait et que ça deviendrait ma fonction à temps plein de m'occuper du cœur des affaires de cette fédération. Et moi, voilà, je pense que sur ces sujets, et je connais votre sensibilité à la question, par exemple, de savoir si des DTN peuvent devenir des présidents. Voilà. Je pense que mixer dans une vie les expériences professionnelles, prendre un sujet qui nous tient à cœur par différents angles, est souvent une source d'enrichissement dès lors qu'il y a les bons garde-fous, les bons délais de carence, la bonne régularité dans les dépenses de campagne. Oui, moi je suis plutôt pour que la vie professionnelle soit riche, diverse, multiple, et que le sport français puisse compter sur beaucoup de forces vives d'horizons variés. Alors, j'entends, mais du coup, je vais peut-être poser la question autrement. Quelle a été la procédure suivie pour votre recrutement en tant que DG de la FFT? Les sénateurs Fouché et Lozach notamment ont préconisé des jurys de recrutement pour les hauts postes de l'encadrement fédéral, ainsi qu'une transparence sur les rémunérations. Qu'en pensez-vous? Et du coup, c'est pour ça que je veux vraiment poser la question sur le processus de recrutement. Quand on est élu sur une liste, quel processus on suit ensuite pour devenir DG? Là, la nomination de la directrice générale de la Fédé de tennis a été impulsée par le président de cette fédération et en consultation avec le vice-président, avec le secrétaire général et avec le trésorier de cette fédération, qui les uns et les autres m'ont approché pour me proposer de prendre ce rôle de directrice générale. Pour être complète, Gilles Moreton me l'avait à plusieurs reprises proposé dans les semaines qui avaient précédé mon acceptation. Et j'avais dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, dit non. Il a persévéré, j'ai pris du recul, je suis partie en vacances, j'ai réfléchi, j'ai mûri, et il y a un moment où j'ai dit oui. J'ai donc aussitôt démissionné de mon rôle d'élu, puis démarré dans mes fonctions de directrice générale de la Fédé de tennis le 5 mars, après avoir mis au point les termes de mon contrat de travail et les éléments de ma rémunération avec le quatuor d'acteurs que j'ai évoqué et dans des conditions de totale transparence vis-à-vis de la direction des ressources humaines de la Fédération de tennis. Alors, justement, concernant votre salaire de directrice générale, vos déclarations de revenus à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ne correspondent pas aux affirmations du président auditionné par cette commission d'enquête qui nous indiquait que vous aviez accepté une rémunération 3 fois inférieure à votre salaire précédent pour occuper les fonctions de directrice générale. Est-ce que vous avez une explication sur les montants qu'il nous a indiqués? Peut-être, je vais vous donner, parce que comme c'est public, il n'y a pas de secret. Sur les rémunérations que vous aviez indiquées en 2020 à la Haute Autorité, vous aviez indiqué 590 947 €, puis 582 109 en 2021 pour une période de janvier à mai, grosso modo, au groupe Carrefour. Puis en 2021 à la FFT, 356 444 et 165 737 pour 2022. Et en fait, quand on compare les chiffres sur une année globale, on n'est pas du tout sur le ratio de 3 fois. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où proviennent peut-être ces chiffres que nous a indiqué le président de la fédération? Le président de la Fédération française de tennis n'a pas menti et je n'ai pas menti dans mes déclarations à la Haute Autorité.
Donc on peut revenir sur ces sommes si vous le jugez utile. C'est la réponse que je peux vous faire. Souhaitez-vous que j'en dise davantage? Bon, alors on va y aller. Quand je suis directrice exécutive, membre du COMEX de Carrefour en charge de la transformation digitale, de la data et de l'expérience client, responsabilité importante dans la grande distribution, le salaire que je perçois au global, tout compris, est de l'ordre de 1,4 million € par an. 400 000 en brut de fixe, 400 000 en brut de variable à 100% et une dotation en actions de performance d'à peu près, au cours de l'époque, au cours de l'action de l'époque, d'à peu près 600 000 €. 40 000 actions Carrefour qui devaient être autour de 15 € l'unité. Je ne sais pas aujourd'hui exactement où elles en sont. 400 000 plus 400 000 plus 600 000 égale 1,4 million. Ça, c'est en performant au maximum de la performance, avec 100% d'attribution du bonus. Quand j'ai discuté de ma rémunération à la Fédération de tennis, ce qui m'a été proposé est un fixe de 400 000 € brut et un bonus pouvant aller jusqu'à 100 000 €, soit une rémunération maximale possible de 500 000 €, à comparer avec les 1,4 million que j'évoquais chez Carrefour. Si on ajoute à cela les régimes de prévoyance, etc., qui sont plus développés dans les entreprises privées que dans les fédérations sportives, on est bien sur le coefficient de 3 évoqué par Gilles Moreton. Tout ceci est parfaitement exact. Alors, une déclaration d'intérêt et une déclaration de patrimoine à la HATVP, si on veut les attaquer, il faut les lire jusqu'au bout. Donc il faut lire aussi les éléments relatifs aux actions qui sont attribuées. Et quand on connaît un petit peu le fonctionnement des entreprises, qu'on connaît un petit peu le secteur du digital et de la technologie, on sait que des talents dans ces secteurs, il y a une partie de rémunération en actions de performance qui est tout à fait capitale. C'était 45% de ma rémunération. C'est déclaré, puisque vous avez été précise, je vais l'être à mon tour. C'est déclaré, page 4 de ma déclaration d'intérêt. C'est déclaré dans ma déclaration de patrimoine, qui dit, page 4, 40 000 actions obtenues via des plans d'action gratuites pour un montant total de 694 540 €. Les déclarations de salaire qui figurent dans ma déclaration d'intérêt sont des montants nets. Il faut aussi savoir passer du brut au net. Et il faut tenir compte des décalages de trésorerie. Quand on vous verse un bonus, c'est perçu sur un exercice, qui est souvent l'exercice qui suit l'année d'éligibilité. Donc, puisque je savais que ces questions excitaient pas mal, j'ai pu refaire à mon tour à l'euro près les calculs, et je ne nie aucune des virgules, aucun des chiffres. Ces déclarations sont parfaitement exactes, les montants nets correspondent parfaitement aux attestations de rémunération brute, et le coefficient de 3 est exact. J'ai donc renoncé, oui, aux 2/3 de ma rémunération pour ma passion dans le sport. Et en ayant une rémunération à la Fédération française de tennis très proche de celle de mon prédécesseur, et qui, dans mon cas, vous parliez d'indicateurs tout à l'heure, dans mon cas, a fait l'objet, comme c'était mon souhait et comme c'était ma culture dans l'entreprise privée, d'indicateurs de performance extrêmement détaillés pour l'attribution du bonus, documentés dans les systèmes d'information RH pour la première fois dans l'histoire de cette Fédération française de tennis.
je ne sais pas si on peut avoir plus de méthode et plus d'éthique dans la manière de se comporter sur ce sujet. Alors, pour vous rassurer, ça n'excite pas tant... En tout cas, je ne crois pas ici que qui que ce soit excité par cette question. Et par ailleurs, on est tout à fait capable de lire les documents auxquels vous faites référence. Seulement, nous, on a posé des questions précises au président de la fédération. Il a donné des précisions et des chiffres qui ne faisaient pas le détail que vous venez de faire. Donc, il nous semblait important, justement, qu'on puisse revenir en détail là-dessus au vu de ces déclarations, puisque ça nous correspondait quand il évoque la question des salaires. À aucun moment, il ne fait état de cette distinction que vous faites dans le cadre de votre déclaration. Donc voilà, on lit les documents, bien entendu, mais ça va mieux en le précisant. Je poursuivrai ces précisions en disant que ces 500 000 euros sont à mettre en regard des 100 millions d'euros dégagés par cette fédération à raison du business model particulièrement performant de la Fédération française de tennis et du tournoi de Roland-Garros. Que dans la période où j'ai été dans cette fédération, j'ai parallèlement augmenté la taille des effectifs, baissé les coûts. Je suis allée chercher de nouveaux partenariats, j'ai créé de la valeur économique, de la valeur financière. Et que c'est une fédération qui ne touche pas 1 euro de subvention publique. Elle est donc en capacité de payer ceux de ses talents à ce niveau ou ceux de ses dirigeants à ces niveaux, encore une fois, sous réserve qu'il y ait des indicateurs de performance précis, étayés, contrôlés, dans le cadre d'entretien d'évaluation de performance que je n'ai pas souhaité avoir une fois dans l'année, mais à 2 reprises avec le président de la fédération, par année. Une question de Monsieur François